Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de T'es dans le match. On est au lendemain de la victoire du Stade Brestois à Toulouse. On est avant le match contre Monaco. Ce sera samedi soir à Francis-Leblay. Et comme chaque semaine, on va débattre autour de 3 thèmes d'actualité avec des invités qui vont défendre leur point de vue. Je vous présente tout de suite ceux qui m'accompagnent sur ce plateau. On commence avec Maël Moisan, journaliste au Télégramme. Salut Maël. Salut Anthony, salut à tous. Fidèle au poste. Toujours fidèle au poste, ouais. Pour quelques temps encore, ouais. Un autre habitué qui est avec nous en visio, c'est Franck Ledors de l'équipe. Salut Franck. Salut Anthony, salut à toutes et à tous. Et merci de participer aussi à nos débats avec ton regard aiguisé sur le football national et brestois en particulier. Toujours un plaisir. Voilà. Et comme chaque semaine aussi, un abonné qui nous accompagne. Il nous vient de Kerlouan et c'est Léo Guilherme. Salut Léo. Salut. Bonsoir. Eh ben, merci de ta présence. En quelques mots, dis-nous ton lien avec le Stade Brestois. Ça remonte à quand ? Ça va remonter à... Moi j'ai 22 ans, donc ça va dire une dizaine d'années que je suis le Stade Brestois. Ça fait 4 ans maintenant que je suis abonné en tribune Quimper. Et puis j'ai des souvenirs comme le match de la remontée en Ligue 1 en 2019 par exemple contre Niort. Ah oui, ça commence à remonter. Il s'est passé des choses depuis. Il s'est passé des choses. Bon, on va parler surtout de Ligue 1 dans cette émission. Je vous propose tout de suite d'en arriver à notre premier débat du jour. On va revenir justement sur ce match à Toulouse en se demandant s'il s'agit d'une victoire chanceuse pour le Stade Brestois. Alors messieurs, en premier tour de table, je vous écoute. Vous avez pensé quoi de ce match, Maël ? Chanceuse, non. C'est une victoire qui aurait pu basculer de l'autre côté, mais chanceuse, non, parce que Brest a eu pas mal de casses, que Toulouse en a eu aussi, mais chanceuse, ça supposerait que vraiment c'est presque un hold-up, c'est pas le cas, quoi. Donc moi, chanceuse, non. Franck, à ton avis ? Même avis, chanceuse non, heureuse oui. D'accord. Effectivement, il y a eu 5 tirs cadrés, 4 buts, mais on y reviendra certainement. On a longtemps et souvent loué la qualité de cette équipe sur les coups de pied arrêtés, et là on aurait pu se dire sur 4 buts, et ben non, c'est 4 buts dans le jeu. Donc même si certains sont terminés de façon un peu heureuse, on le disait, mais c'est 4 buts dans le jeu, on en reviendra, donc pas une victoire chanceuse. Et pour toi, Léo ? Ouais, je partage le même avis. J'irais presque à dire que la première mi-temps est chanceuse. Qu'on arrive à 2-0 à la mi-temps, ça c'est quand même chanceuse. Après, sur l'ensemble du match, non, une victoire heureuse. Ouais. Une nouvelle victoire à Toulouse, puisque, on le rappelle, il y avait eu ce fameux match de la dernière journée la saison dernière. On a l'impression, Léo, que c'est un stade qui a réussi au Brestois. Là, effectivement, ouais, l'année dernière, j'avais fait le déplacement justement à Toulouse, et puis super stade, et puis encore une victoire, quoi. Donc, il me semble que Eric Roy est même invaincu contre Toulouse avec Brest, je crois. Donc, très bien, belle perf. Ouais. Belle stat, ouais. Celle-là, on ne l'avait pas. Peut-être Franck, moi je ne l'avais pas. Mais, il est invaincu contre Toulouse, donc ça doit comprendre aussi, je n'ai pas vérifié, les quelques matchs avec Nice. Effectivement, il n'a jamais perdu contre Toulouse. Tout à fait, bonne remarque. Évidemment Brest, mais il y a dû avoir 1 ou 2, 3 matchs peut-être, effectivement, sur son court passage à Nice. Ouais. Alors Franck, puisque tu as la parole, raconte-nous un peu ce scénario paradoxal quand même, où on l'a dit, Brest dominé quand même en début de match, qui sur sa première occasion qui marque un deuxième but derrière. Il y a une part de chance, mais est-ce que Brest n'a pas provoqué sa chance finalement dans ce match ? Oui, j'ai plutôt une part de réussite, encore plus qu'une part de chance, parce que si ça mettait encore des buts un peu on peut dire que le premier but, mais bon, il doit rien à personne, c'est un très beau geste technique. Alors après, oui, Serrault va me dire le contraire 9 fois sur 10 sur des frappes comme ça. Je crois que Eric Roy l'a souligné aussi, ça peut partir en tribune, mais bon, ça peut aussi partir dans la lucarne. Serrault a trouvé la même lucarne en seconde période, donc c'est pas de la chance, c'est un petit peu heureux, parce qu'effectivement, je crois que sur les 2 premiers tirs cadrés, vous menez, vous avez quasiment pas le ballon. Alors ça s'est rééquilibré sur la possession, mais je crois qu'à ce moment-là du match, vous êtes à quelque chose comme 70-30. Alors, on sait que Brest n'est pas une équipe de possession, mais bon, dans un match, entre guillemets, qui doit être à sa portée, c'est vrai qu'il n'y avait aucune maîtrise. Et là, vous sortez 2 fois, vous marquez 2 fois, et comme je disais tout à l'heure, 5 tirs cadrés, 4 buts. C'est une efficacité maximale. Et face à une équipe qui j'ai trouvé très faible, et tant mieux pour Brest, très faible offensivement, parce qu'ils n'ont pas empêché de marquer 2 buts, mais très faible offensivement, vous avez pu relativement bien gérer quand même cet avantage initial, même s'ils sont revenus à 3-2. Bon, voilà, il y a toujours en fait, des petits soucis défensifs aussi côté brestois, mais bon. C'est en ça qu'elle est pas chanceuse, je trouve, parce que Toulouse a son temps fort en début de match. On sent que Toulouse démarre mieux le match. Au final, ils en font pas grand-chose. Ils ont le ballon, effectivement. Ils s'approchent du but brestois. Ça combine bien. Vraiment, ils ont des joueurs techniquement, c'est pas mal. J'arrive pas à retenir tous les noms parce que chaque année ça change en fait à Toulouse ou quasi. Mais franchement, ils ont des joueurs techniquement intéressants et ils en font pas grand-chose. Là où Brest, en fait, les 2 contres qu'ils ont, ils piquent. Ça a piqué tout de suite.
enfin en tout cas la jolie frappe de Bourgault, et le contre de Mathias Pereira-Lage, il s'amuse avec un poussin à côté, parce que la façon dont il élimine le dernier défenseur, la Cresswell, je crois, c'est, enfin, à ce niveau-là en Ligue 1, se faire déborder comme ça par l'extérieur, ça pardonne pas. Et derrière, le but de Mathias Pereira-Lage, qui je pense lance aussi ce succès brestois. C'est intéressant le geste qu'il fait, parce que beaucoup auraient enroulé. Lui, il la frappe au premier poteau. Alors Guillaume Rest n'est pas chanceux, mais surtout il fait pas forcément ce qu'il faut. Il est un peu surpris, mais franchement non. C'est en ça que c'est pas chanceux, c'est que Brest a su marquer quand ils ont eu des occasions, là où Toulouse n'a rien fait forcément de ses. J'ai l'impression que Brest a été meilleur aussi physiquement. J'ai l'impression que Toulouse a vraiment pêché physiquement, un peu à la ramasse en fait, comparé à notre équipe du Stade Brestois. Et justement, ça a peut-être fait la différence sur ce point de vue-là. Ouais. Il y avait un faux rythme, parce que moi, je sais pas si vous avez trouvé la même chose. Justin Bourgault, heureusement qu'il marque ce but, parce qu'après derrière il y a sa petite blessure. Et je trouve que Justin Bourgault était un peu dans le dur. Alors attention, il découvre ce niveau Ligue 1, mais notamment dans le rythme. J'ai trouvé que dans les rythmes, dans les enchaînements, on voyait que ça jouait et côté Toulouse, et puis lui, il symbolisait un peu ça. Et encore une fois, c'est un bon joueur techniquement, mais ça jouait sur un faux rythme. Ça jouait vraiment sur un faux rythme en début de match. Et on va demander à Franck aussi son avis sur justement ce nouveau joueur qui marque son premier but à 18 ans. Pour cette deuxième titularisation avec Brest. Je crois que vous en avez parlé aussi dans le journal L'équipe avant le match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps, puisqu'il est sorti juste après? Oui, j'espère que c'est pas de mauvais augure entre guillemets. C'est qu'un début de carrière, mais on sait que il avait commencé. Alors visiblement, il était déjà arrivé avec des problèmes d'adducteur et sa pubalgie s'est révélée assez vite. Alors on peut penser aussi qu'elle s'est révélée parce que le rythme et l'intensité de la Ligue 1, c'est autre chose de ce qu'il avait pu connaître au niveau national, évidemment Concarneau, et sans avoir déjà une grosse expérience de ce niveau-là. Donc la réputation des entraînements, les quelques matchs qu'il a pu faire en Ligue 1, ce qu'il a pu toucher. Donc là, de nouveau, il sort. Alors, visiblement, c'est plus un coup. On a cru, bon, Eric Roy avait peur d'une petite fracture ou quelque chose. Bon, ça n'a pas l'air si méchant, mais c'est vrai qu'il faut qu'il prenne le rythme. Mais ce genre forcément de but, au-delà de la belle histoire, ça ne peut que le mettre en confiance. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le stadium de Toulouse, c'est vraiment le stade. Je pense que c'est dans ce stade-là que finalement, même si ça s'est très bien passé, que Brest aurait dû jouer la Ligue des Champions. Parce que ça fait un peu loin quand même. On parlait de l'année dernière, oui, mais bon, on parlait de l'année dernière, mais souvenons-nous, je crois que c'est début 2020, au début d'année, Brest va gagner 5-2 à Toulouse avec un but de Mbok. On a vu l'année dernière un but d'Amadville, un but de Bourgault. Donc on a l'impression que sur cette pelouse, en fait, faut tenter et puis ça rentre, quoi. Donc non, pour revenir plus sérieusement, oui, c'est un joueur qui est techniquement, on le voit très facile, très à l'aise. C'est ça. Peut-être un petit peu trop, ou alors c'est l'impression qu'il donne aussi dans sa gestuelle, et que évidemment on a tout ce qui est duel, contact, physique, vitesse. Il y a encore beaucoup de travail, c'est normal. Ce que lui a dit d'ailleurs Pierre Lesmelou, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le match, à un moment donné, il temporise un peu trop, il revient derrière, il tourne le ballon latéralement dans la surface, et derrière ils ont failli se faire contrer et se font contrer, et derrière Lesmelou lui met un sac en lui disant bien, enfin tu refais plus ça, et on sent en fait il appréhende, enfin c'est pas qu'il appréhende, c'est qu'il commence à découvrir ce rythme-là, et ça va venir, parce que techniquement en tout cas il n'y a pas de débat. Un mot, messieurs, si sur l'état d'esprit peut-être qui peut expliquer la victoire brestoise, le mérite en tout cas des Brestois sur ce match, d'avoir su prendre le match par le bon bout, mais aussi d'avoir tenu bon. Il y a eu des matchs plus compliqués où Brest menait et s'est fait rattraper, même dépasser. Là, finalement, en toute fin de match, Brest semble avoir retrouvé son état d'esprit qui lui a permis de ressortir avec une victoire de ce match. Léo, comment tu les as trouvés là dans le combat, dans l'état d'esprit des Brestois sur ce match? Moi, je les ai trouvés bien, puisque mener 3-0, se faire reprendre à 3-2. C'est quand même pas facile mentalement. Ils auraient pu craquer là où ils ont craqué en Coupe de France contre Dunkerque, justement. Donc c'est ça, je fais un peu la comparaison avec ces deux matchs-là. C'est que là, j'ai trouvé vraiment que niveau état d'esprit, il y a eu ce petit truc en plus, cet état d'âme pour aller chercher le 4e au lieu de se prendre le 3e qui aurait pu compromettre les choses. C'est un rapport de force. Faut jamais oublier que c'est un rapport de force. Dunkerque croyait vraiment aller chercher ça. C'était pas le cas de Toulouse aujourd'hui. On voit bien aussi. C'est pas les mêmes camps. Il y a toujours une histoire de rapport de force et de match, quoi. Ok. On va en rester là, messieurs, sur ce débat-là, puisqu'on en a d'autres qui nous attendent. Je vous propose tout de suite de passer à notre deuxième thème de l'émission. Et on va reparler de ce match à Toulouse en s'intéressant au cas particulier d'un joueur qui était titulaire, c'est Kamori Doumbia. On l'a vu buteur sur ce match, mais on se pose tout de même la question, est-il à sa place au milieu de terrain? Alors messieurs, je vous pose la question aussi sur ce match et puis globalement sur l'ensemble de la saison. Est-ce que vous trouvez qu'il joue à son poste, à sa place sur le terrain? Oui.
Moi, je trouve qu'il est à son plat. Alors là, hier, il joue plutôt dans le trident du milieu de terrain, enfin dans le trio, dans le milieu à 3 du milieu de terrain, parce que Magnetti n'est pas là. Mais sinon, autrement, Eric Roy l'a souvent utilisé en 10, qui, à mon avis, est son meilleur poste. Mais en tout cas, un numéro 10 moderne, aussi bon soit-il, aujourd'hui, il sait s'intégrer dans un milieu à 3, enfin, en tout cas, dans un rôle de relayeur ou de joueur 8 à l'ancienne, qu'on disait comme ça. Donc, franchement, moi, je pense que oui, il est à son poste au milieu de terrain. Maintenant, après, il est jeune et il faut qu'il apprenne à jouer dans différents positionnements aussi, quoi. C'est un profil atypique. Franck, un petit gabarit, joueur polyvalent, mais on se pose quand même la question, est-ce que sa place est au milieu de terrain, dans l'impact, dans la récupération, ou faudrait-il pas le voir jouer plus haut pour qu'il soit peut-être plus efficace offensivement? Non, je crois que Maël l'a bien résumé. C'est un vrai milieu de terrain, un petit peu à l'ancienne, ces petits numéros 10 qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la division inférieure et au plus haut niveau peut-être un petit peu moins déjà dans le gabarit. Mais non, je pense que c'est un plus haut. Non, je pense pas qu'il aura le coffre. Et puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup toucher le ballon, on le voit. Alors effectivement, dans ce milieu à 3, il a très peu joué en fait. Bon déjà, c'est pas un garçon qui est titulaire, mais l'année dernière quasiment pas. Cette année, il est parfois un peu rentré dans ce milieu à 3, mais très peu. On a remarqué que très souvent, alors est-ce que c'était un choix tactique qui le faisait rentrer ou c'est lui qui poussait un petit peu à modifier la tactique? Mais Eric Roy l'a plus souvent effectivement utilisé dans un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 en losange, qui se fait plus beaucoup, mais pour le coup, en vrai numéro 10, en soutien soit de deux attaquants ou d'un seul attaquant quand c'est le 4-2-3-1. Et effectivement, c'est plus un milieu axial, et on le voit notamment en sélection. Eric Schell l'a utilisé quasiment que comme ça, dans souvent pareil un 4-2-3-1. Alors j'ai vu là que depuis l'été dernier, il a été remplacé, alors je ne sais plus exactement son nom, c'est un sélectionneur belge qui est là depuis août, et là, effectivement, il a alterné des systèmes, et visiblement, il peut jouer un peu plus côté, et assez haut, effectivement. Et tout en étant efficace. Mais bon, la sélection du Mali, c'est pas non plus, et certains matchs sont censés être infamants pour les compétitions africaines. Bon, il n'a pas joué non plus de très gros matchs, et c'est certainement parfois inférieur à ce qu'il a pu faire cette saison en Ligue 1, voire en Ligue des Champions. Voilà, parce que ce qui nous pose question, justement, c'est quand on regarde ses stats avec le Mali, il a marqué un doublé la semaine dernière contre les Comores, il en est à 11 buts en 23 sélections, donc on se demande si ces stats-là, il pourrait pas aussi les avoir à Brest. Léo, il te plaît ce joueur, ou tu penses qu'il a encore du potentiel à exploiter et une marge de progression cette saison? Ce joueur-là me plaît, je l'adore. Après, c'est vrai que le faire jouer plus haut sur une ligne d'attaque, je pense que ça serait pas adapté. Après, le faire jouer aussi dans une ligne de milieu de terrain face à des gabarits, par exemple contre Toulouse, où je pense que du coup il s'est fait un petit peu bouger parce que physiquement, bon là, il est assez petit. Il apprend. Il apprend, voilà. Faut qu'il s'affirme encore, c'est ça. Peut-être qu'on s'affirme un peu plus niveau confiance, ça va se refléter après sur ses statistiques. Mais moi, dans sa position préférentielle, je préfère vraiment en 10. En soutien. On va faire un peu de tactique, mais c'est comme le disait Franck tout à l'heure, mais en 10 d'un 4-4-2 en losange, c'est à mon avis son meilleur poste, parce qu'on sent que c'est là qu'il est le plus à l'aise. Il y a deux attaquants devant lui, non pas qu'un seul, mais deux attaquants devant lui, et on sent qu'il est vraiment plus à l'aise pour distribuer le jeu. En attendant, un 4-4-2 losange, aujourd'hui, c'est presque anachronique. Il y a très peu de coachs qui l'utilisent, et parce que il y a très peu d'équipes adverses qui l'utilisent. Donc quand je pense qu'Éric Roy a utilisé un 4-4-2 losange, c'était pas simplement pour faire briller Doumbia, c'était aussi parce que l'adversaire le demandait, enfin par rapport au rapport de force qu'il voulait installer, ça le demandait. Mais c'est très rare en fait. Et Brest peut pas jouer en 4-4 de losange tous les matchs parce que c'est un système quand même qui ouvre un peu les portes au milieu de terrain et qui peut. On voit Madi Camara qui est excentré côté droit, Magnetti excentré côté gauche, et il y a de l'espace tout de suite avec Lesmelou, c'est pas le même système. Voilà. Donc même si c'est son poste préférentiel, c'est à Kamori Doumbia d'évoluer et d'avancer pour être capable de jouer à différents postes du milieu. Il sera jamais 6, donc de toute façon, voilà. Alors justement, ça rejoint un peu ce que disait Eric Roy avant le match à Toulouse. On va écouter le coach brestois qui donne son avis justement sur la forme actuelle de Kamori Doumbia. Ouais, c'est vrai qu'il a eu l'année dernière un peu ce match un peu incroyable où il avait fait son quadruplé. Depuis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, alors qu'il a eu beaucoup de situations quand même. Et notamment, je me rappelle des situations même en Champions League, tout ça, et c'est vrai qu'on en parle un peu ensemble, mais c'est vrai que je chambre un peu parce que je vois qu'il revient de sélection. Il fait des doublés, des choses comme ça. Je lui dis arrête de marquer en sélection, garde-les pour nous, quoi. Donc voilà, non, mais je pense que c'est toujours bien. Les joueurs ont aussi besoin de temps en temps de retrouver de la confiance dans un autre contexte, et la sélection elle peut aussi être justement cette opportunité de pouvoir se relancer. Donc j'espère qu'il va finir en boulet de canon comme on le souhaite tous.
Voilà, Ricoua qui compte sur lui pour la fin de saison. Mais juste un point stat très rapide. L'année dernière, il avait mis en 25 matchs 5 buts et 6 passes D. Cette année, il est à 2 buts et 2 passes D. Donc il manque des passes D, mais en attendant, si vous enlevez son quadruplé à Lorient, on est dans ses standards. C'est le quadruplé à Lorient qui déforme totalement ce qu'on pense de ce joueur. Il a eu un match exceptionnel, comme ça arrive de temps en temps, mais il est dans ses standards en fait, de buts. C'est plus, je pense, dans la distribution. Voilà, au niveau passe décisive, où là, il doit retrouver un rôle clé, quoi. Et puis la preuve que c'est un profil qui plaît aux dirigeants brestois, c'est que le club vient d'enrôler un autre joueur malien qui a un petit peu le même profil, Amidou Makalou, qui a fait sa première apparition aussi il y a peu. Franck, voilà, c'est le genre de joueur, on a l'impression que Brest compte dessus, des profils techniques, des joueurs de ballon. Oui, pour revenir à Kamori Doumbia, notre sujet, c'est quand même un des gros investissements de l'été dernier. Il a signé 5 années pour 4 millions d'euros. Reims en voulait beaucoup plus. Bon, les négociations sont tombées à 4 millions parce qu'aujourd'hui, il ne vaut pas entre guillemets plus. Effectivement, il n'a pas assez prouvé, pas assez montré. C'est le revers de la médaille et ça peut-être qu'il ne l'aura jamais. Et ça sera peut-être une limite, mais il est encore très très jeune. Il vient d'avoir 22 ans, je crois. Donc, c'est ça. Énormément. Ça, on l'oublie un petit peu aussi. Moi, le premier parfois, ou quand je suis critique. Mais faut quand même qu'il, je pense, dans l'impact, dans l'intensité, qui se fasse un peu plus mal, sauf erreur de ma part, sur l'un des 2 buts d'hier qu'on a revu. Je crois que c'est lui qui est devancé. Alors, c'est un duel perdu parmi tant d'autres, ça aurait pu très bien passer inaperçu, mais sur le ballon qui revient, je crois que c'est sur le 2e but, pas sur la frappe, c'est lui qui est devancé. Et je pense qu'effectivement, là, surtout, quel que soit le poste dans lequel il va évoluer, auquel il va évoluer, notamment s'il est amené à jouer comme hier dans ce trident, mais en espèce de milieu box-to-box qu'il n'est pas, il va falloir quand même qu'il en fasse plus, ne serait-ce que sur les aspects défensifs, même si c'est pas ce qu'on lui demande, et on l'a vu même hier qu'il avait tendance à se recentrer, mais oui, très grande qualité technique, mais aujourd'hui au très haut niveau, et on l'a vu en Ligue des Champions, je termine là-dessus, il a participé aux 10 matchs, il a fait 5 matchs titulaires, et je crois que personne, entre guillemets, c'est pas méchant, mais s'en souvient vraiment de ces matchs. Il a quand même été 5 fois titulaire, mais il n'a aucune stat en Ligue des Champions. Allez, un dernier mot sur ce thème, Maël. Très vite pour finir, c'est un joueur, comme dit Franck, à 22 ans, donc on a le temps, et Brest a mis 4 millions, et j'ai lu un papier de Reims, je sais plus où je l'ai lu, c'est peut-être chez vous, l'équipe, ou dans le Télégramme, je ne sais plus du tout, ou est-ce franchement, ça rien, peu importe, mais en tout cas, où les dirigeants de Reims disaient qu'eux, ils l'auraient bien gardé, que même à 4 millions, c'était Doumbia qui voulait partir. Donc ça raconte bien un peu le potentiel de ce joueur-là. Reims, il l'aurait bien gardé, quoi. On rappelle qu'il était prêté la saison dernière au Stade brestois. Voilà pour le sujet Kamori Doumbia. On va lui laisser l'occasion en fin de saison de nous convaincre sur son poste et puis sur son potentiel. On passe tout de suite au 3e débat. Avec cette question, Brest est-il encore capable de surprendre un Cador de Ligue 1 ? Sous-entendu, aujourd'hui tout le monde connaît Brest. Par rapport à la saison passée, mais en cette fin de saison, Brest est-il encore capable d'aller battre, d'aller faire mal à une grosse équipe de Ligue 1 ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, oui, parce que j'ai regardé, j'avais plus trop ça en tête, mais ils ont battu Lyon cette saison. Ils ont perdu une fois, mais ils ont battu Lyon. Ils ont pris 4 points contre Strasbourg, si je me trompe pas, qui est pour le moment dans le coup aussi. Et ils n'ont jamais été, à part par Marseille la première journée et par Paris, ils n'ont jamais été surclassés par les très gros en fait. Donc même Monaco à l'aller, c'était compliqué c'était un match qui a été accroché en deuxième période. Donc voilà, moi je pense que oui. Ouais. Ok, parce qu'ils sont pas loin, peut-être des gros, mais ils gagnent pas forcément quoi. Oui, mais ça se joue. C'est les scénarios des matchs qui disent qu'à chaque fois ils ont pas été surclassés. À part l'OM vraiment la première journée Paris, sinon ils n'ont pas été surclassés. Léo, c'est vrai qu'on se souvient de la saison dernière, il y a eu des performances mémorables contre des grosses équipes de Ligue 1. Un peu moins cette saison. C'est une frustration pour toi ou finalement tu trouves ça logique ? Pour moi, c'est logique. Pour moi, les équipes qui sont au-dessus de nous au classement sont à leur place. Même Strasbourg, dans la régularité, je trouve que vraiment leur jeunesse est au-dessus de notre équipe brestoise. Après, je les sens quand même capables de faire un résultat. On verra ça bientôt, parce qu'il y a le match de Monaco qui arrive samedi. Voilà. Il nous reste encore les réceptions de Lille et de Lens. On va à Nice, on va à Marseille. Donc... Dans le calendrier qui reste, j'espère qu'ils vont quand même surprendre une équipe Cador, parce que sinon, l'objectif un peu d'Europe s'éloignerait, quoi. Donc, ouais. Avant de donner la parole à Franck, un petit point sur le classement, justement. On va voir exactement les forces en présence. Paris quasiment champion, ça aurait pu être ce week-end. Mais derrière, c'est Monaco qui devient dauphin. Il y a Marseille juste après. On voit quand même qu'il y a une hiérarchie assez claire. Brest qui est juste derrière ces équipes-là, qui peut encore espérer quelque chose pour les places européennes. Mais Franck, quand on voit ce classement, on se dit quand même que les équipes qui sont au-dessus de Brest, à part peut-être Strasbourg qui surprend cette saison, elles sont à leur place. Alors est-ce que Brest peut aller encore titiller ces équipes-là, à ton avis, d'ici la fin de saison ?
ça me semble compliqué. Et je voudrais un petit peu nuancer les propos de mes camarades et un peu nuancer la question, excuse-moi. Il n'y a pas de Anthony. problème, on est là pour ça. Voilà, parce que quand tu dis encore, moi j'ai presque envie de dire, je vais être provocateur aussi, enfin. Parce Enfin, que cette saison, encore par rapport à ouais, mais, justement la mais saison même la passée. saison dernière, parce que moi j'ai toujours pensé et écrit, peut-être à tort, mais les résultats me le prouvent quand même, que s'ils ont fait ce gros championnat, et s'ils ont fini troisième, au-delà de la faillite de certains gros, c'est qu'ils ont gagné tous les matchs, entre guillemets, qu'ils devaient gagner, ce qu'on appelle, ce que j'aime pas l'expression, de leur championnat. Oui. Et en gagnant tous ces matchs-là, qu'ils ont réussi à vraiment grimper et à se retrouver tout en haut. Parce que si vous regardez l'année dernière, ils n'ont pas vraiment battu de gros, ils ont fait un nul au parc, mais sinon, et cette année c'est un peu pareil, à part avoir battu Lyon, alors je dis pas qu'ils prennent à chaque fois des raclés, mais ils sont régulièrement battus, sur les 2 saisons j'entends, ils sont battus par Marseille, ils sont battus par Paris, ils sont battus par Monaco, ils sont battus par Lille, Lens l'année dernière ils avaient battu première journée, c'est vrai, mais sur les très gros matchs... Vous avez battu Marseille, Lyon à domicile, Franck, l'année dernière. Oui, alors Marseille à domicile, c'était la crise l'année dernière aussi. Et Lyon, c'était pareil. Non, faut aussi regarder un petit peu. Il faut relativiser ça, oui, c'est clair. Voilà. Il faut relativiser aussi un petit peu. Mais ils ont battu Rennes aussi, mais l'année dernière, par exemple, c'était pas un grand Rennes, ou cette année aussi. Ça a déjà été Non plus. Ouais, dans les années 60, je crois. Ils gagnent la Coupe en 65. Voilà. Non, mais pour revenir, voilà, donc je pousse un petit peu le bouchon, mais et c'est moi ce qui me fait un petit peu peur sur cette fin de championnat, parce qu'effectivement, ils vont jouer alors deux petits, Montpellier qui sera peut-être déjà condamné, et puis Saint-Étienne. dans pas longtemps Saint-Étienne, mais surtout que là, effectivement, ils vont enchaîner Monaco, Marseille, Lens. Lille et Nice. En même temps, on va être fixé. C'est-à-dire que si vous êtes capable de finir dans les 6-7 après, avec ces matchs-là, c'est que vous l'aurez mérité, c'est que vous aurez battu 3 ou 4 de ces équipes-là. Justement, pendant que tu parles, Franck, on va voir aussi ce petit visuel qu'on vous a déjà présenté la semaine dernière sur le calendrier des Brestois. Ça illustre ce que tu dis. Je te laisse poursuivre. Attends, juste un truc, parce que pour préciser ma pensée quand même tout à l'heure, parce que moi je suis totalement d'accord avec Franck. La question c'est est-ce qu'ils peuvent encore embêter les gros ? Moi je pense que oui sur un match, parce qu'il y a Monaco qui arrive. Oui. Mais depuis le début, je dis bien que pour moi, au mieux, ils vont chercher la 7e place. Et ça, j'ai pas changé d'avis. Pour moi, ils ne taperont pas les 4 gros qu'ils ont à jouer. Par contre, sur un match, parce qu'il n'y a plus Paris, ils peuvent taper n'importe quel gros. Enfin, en tout cas, ils peuvent faire un bon match contre n'importe quel gros. C'était ça le sens de ma réponse. Absolument pas aller chercher le top 6 ou le top 5. Voilà, on est d'accord là-dessus. On est d'accord, oui. Parce que... on est tous d'accord. Non, mais je disais, moi, par rapport à le petit historique contre les gros. C'est ça. Et voilà, je répète, l'année dernière, ils ont fini 3e, c'est exceptionnel. Au-delà de la faillite de quelques-uns, c'est parce qu'ils ont gagné tous les matchs qu'ils devaient gagner pour se maintenir. Et effectivement, ils se sont retrouvés 5e à la trêve. Et puis, bon, il y a une mécanique, une dynamique exceptionnelle et c'était fabuleux. Mais sur les très gros, mais c'est assez logique en même temps, parfois. Oui, voilà. Mais je pense qu'il leur manque peut-être ça. Mais s'ils le font là, ça sera d'autant plus beau. S'ils sont capables d'aller chercher une 6e, voire une 7e place, qui n'est pas encore européenne, la 7e, il faut bien la préciser. Faut un doublé du PSG pour cela. L'écart de c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Et l'écart de points, quand même, entre Paris et les autres, montre que même Marseille, qui était très bien à un moment donné, a perdu contre Auxerre, a lâché des points encore ce week-end, contre Reims. Donc on voit bien qu'en fait, les autres gros, ils peuvent avoir des passages à vide et que Brest peut se mettre à ce niveau-là par moment. Donc en fait, les accrocher Monaco, c'est pas parce que Monaco vient de gagner dans le derby qu'ils sont pas accrochables. Moi, je pense que oui. Mais par contre, c'est pas le championnat de Brest. Je suis assez d'accord avec Franck. Voilà. Léo, toi, tu y crois encore à l'Europe ? C'est-à-dire les 7 premières places là, tu penses que c'est encore possible ? Il reste 7 matchs. Théoriquement, c'est toujours faisable. On n'est qu'à 5 points de Lille, il me semble, là. L'avantage qu'on a, c'est que justement, on a des confrontations directes avec ces équipes-là. Donc, si on accroche 1-2 équipes, on remonte tout de suite un petit peu plus au classement. Après, ça va être très très compliqué quand même. Il faut être objectif, ça va être très très compliqué. Bon, peut-être pour synthétiser, on peut juste dire qu'à ce moment de la saison, voilà, on va entrer dans le sprint final. C'est peut-être là qu'on va voir justement la vraie identité, la vraie qualité des Brestois cette saison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. La vraie, je ne sais pas, parce que franchement, ils ont fait des bons matchs aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas la régularité de l'année dernière. C'est tout en fait. Ils ont fait des bons matchs, ils ont été, et puis moins bons sur d'autres. Moi, je pense vraiment qu'ils peuvent accrocher Monaco. Ça ne veut pas dire qu'ils finiront top 6. Voilà. Un tout dernier mot, Franck. Oui, ils font un bon championnat, c'est leur 2e meilleur championnat de leur histoire. On a tendance à l'oublier parce qu'on est focalisé sur l'année dernière, mais ils font un bon championnat. Après, aujourd'hui, pour être européen, il faut faire un très bon championnat, donc ça va jouer dans les 7 dernières journées, il va falloir faire quelques exploits. Bon, raison de plus pour suivre les prochaines émissions T'es dans le match, alors pour raconter cette fin de saison du Stade Brestois. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ces débats animés, pour le coup, et on remercie également la régie, avec Antoine Mercier et Vincent Tano aux manettes. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission T'es dans le match. Excellente fin de semaine à tous, salut.